C'est Manon Morin qui vous parle. Je suis toujours en agréable compagnie avec François Morelli et Martial. Il y a quelque chose qui réunit votre travail, que ce soit dans la transparence, vos œuvres sont transparentes, François Morelli. Les dessins, vos dessins, Martial, jouent aussi avec cette notion-là. Il y a les têtes ouvertes, les dessins qui ne sont pas finis. Il y a toujours des espaces où le vide, le vide est autour des corps, partout. Oui, en fait, c'est que les têtes ne sont jamais complétées au niveau du trait du dessin. Et ça, c'est afin de laisser l'espace extérieur pénétrer à l'intérieur et l'espace intérieur ouvert sur l'extérieur. Donc... Vous avez besoin de ça? Il y a toujours une transparence dans l'installation. Vous faites, par exemple, des fils qui coulent, un hommage à Soto. Peut-être qu'on peut en parler davantage. Qui est Soto? Il y a une œuvre au Centre Georges Pompidou à Paris. Oui, entre autres. Moi, j'étais en contact plus particulièrement, de façon plus intensive avec Soto à Caracas depuis 2 ans, puisqu'il y a des œuvres de lui un peu partout, dans les musées, évidemment, mais aussi dans les bâtiments publics, dans les bâtiments industriels, un peu partout. Il y a des sculptures de lui, des sculptures de très grande dimension. Donc, j'ai été inspiré un peu par sa façon de traiter la couleur et l'art cinétique, en fait. Donc, j'ai jumelé ça avec ma conception de la lumière et de l'énergie. Les couleurs, c'est ça. Les couleurs énergétiques. C'est ça, c'est que chaque couleur de l'arc-en-ciel correspond à un chakra dans la pensée orientale. Et donc, il y a une signification, évidemment, pour chaque couleur, mais je ne vais pas les énumérer parce que ça risque d'être long. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça correspond aussi au spectre de la lumière, au chakra, les centres d'énergie, et aussi aux couleurs du drapeau gay, qui est un drapeau, en fait, qui célèbre la diversité humaine. Les différences, toutes les différences qui existent. Cette transparence-là qui réunit vos expositions, vos travaux actuels, on peut penser qu'il y a aussi un lien avec l'exigence de transparence dans nos rapports humains, dans la société actuellement, qui pourrait, en quelque sorte, résoudre certaines crises dans la communication de tous les jours. En fait, avec François, on parlait que la vérité est souvent intime et privée, mais publiquement, je crois que c'est pas ça du tout. Donc la transparence, c'est par rapport à mon travail, c'est d'être transparent en étant homosexuel, ça veut d'être gay, d'être transparent, c'est de dire la vérité en fait. Et c'est probablement de montrer ça. Dans vos œuvres, moi c'est ce qui m'a séduite. Mm-hmm. C'est la douceur et j'ai vu, puis aussi l'absence de surcharge, la douceur des éléments, la mise ensemble, la beauté aussi des dessins. Mais il y a aussi, il y a ça chez vous, François Morelli, un désir de résoudre certaines choses, certaines questions. Au niveau de la transparence? Par la transparence. Par la transparence, par l'art. Oui, il y a à l'intérieur de chaque pièce une volonté d'affirmer l'identité du geste créateur, dans un sens. Mais il y a aussi ce questionnement-là face à qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que tout cela veut dire, quel sens, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'on peut arriver à trouver un sens. Personnellement, je pose des questions sans arriver vraiment à des réponses. Je ne cherche pas à trouver des réponses, je cherche davantage à remettre en question une condition de vie, une condition d'être qui n'est pas tout à fait simple et souvent plaisante. Alors, il y a un certain inconfort, il y a une certaine précarité, de déséquilibre, de renversement, de déstabilisation, ce qui peut sembler loufoque, drôle, humoristique parfois, peut facilement tomber dans le tragique. Alors, dans ce sens-là, les œuvres témoignent davantage d'une position beaucoup plus existentialiste face à une réalité qui cherche à démarquer des petits moments qui s'accumulent dans une vie
et qui se termine avec pas grand résolution, puis pas grand spectacle, puis pas grand fanfare, puis pas grand quoi que ce soit à la fin. Alors, c'est cette petite accumulation de moments qu'on retrouve dans chaque geste et dans certains moments de notre vie. Je vais vous poser une question à laquelle je ne vous avais pas préparé, Martial, François. Avez-vous peur d'en arriver, et à l'âge que vous avez, vous êtes jeunes tous les deux, et j'ai vu récemment le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Les Enfants du Refus Global, un film de Manon Barbeau qui a été présenté au dernier FIFA, Festival international du film sur l'art, où il y a Jean-Paul Riopelle à la fin de sa vie qui dit « ça ne donne rien tout ça ». On n'a pas avancé depuis le refus global. Mon œuvre n'a rien donné. Ça ne donne rien. Un propos assez blasé, assez pessimiste sur son... Moi, ma pratique artistique, en fait, c'est fait de moments présents, de moments... comment je dirais ça j'ai pas peur de tomber dans rien. Le futur, c'est le futur. Le passé, c'est le passé. Ce que je peux voir, moi, c'est que aujourd'hui, en présentant ce que je présente au quartier éphémère, c'est qu'il y a des gens qui ont fait un bout de chemin vis-à-vis de mon travail, qui avaient une réticence ou des a priori ou rien contre, mais rien pour non plus, et qu'à la fin de la réalisation des œuvres in situ, leur point de vue ou leur façon d'aborder ce sujet-là, qui est la sexualité, particulièrement l'homosexualité, s'est transformé dans une attitude plus positive. Donc, pour moi, c'est une satisfaction et c'est un résultat qui est fait, comme dit François, de petits moments, mais qui va pas nécessairement faire une grosse changer le monde ou changer tout le monde. Ça change une personne dans un moment dans sa vie, ça change une chose. C'est suffisant. C'est suffisant pour l'instant, oui. Je crois que l'aspect utopique et idéaliste de vouloir changer la société par l'art, que ce soit M. Riopelle ou par d'autres, les manifestes et tout, était vraiment symptomatique d'une pensée moderniste à l'époque qui voyait une certaine linéarité puis une certaine positivisme et un aboutissement à ce geste qui pouvait, bon, je ne vais pas dire qu'on est tombé dans un pessimisme dans notre génération ou à notre époque, mais je crois qu'on a d'autres attentes face à notre quotidien, on a d'autres réalités dans lesquelles on vit, on change. On comprend différemment les paramètres de l'art, les paramètres de la vie. On vit nos réalités quotidiennes, nos politiques, nos guerres, à différents moments. Et je ne crois pas, sincèrement, que mon art, en tant qu'art, va venir à résoudre ces grandes questions-là au niveau de la société. Mais est-ce que tu crois que l'art peut contribuer sans résoudre, mais donner des propositions d'avancement ou d'évolution ou de conscientisation ou de... Avancement ou proposition, je ne le sais pas, parce que ça voudrait dire que je croirais à une notion de but ultime qui serait mieux que le présent. Et je crois que ça a été la notion évolutive d'un progrès est très problématique à mes yeux dans le moment, parce que je vois pas... j'ai pas d'agenda, j'ai pas de discours à l'intérieur d'une fonctionnalité à faire sur ce que je fais, à savoir que si je pose ces gestes-là, c'est pour en arriver à quelque chose de mieux plus tard. Je pense que ça a été un peu le pétrin dans lequel on s'est retrouvé. Vous, Martial, vous semblez croire que les hommes seront meilleurs quand les hommes vivront d'amour, comme Raymond Lévesque l'a chanté. Quand les hommes vivront d'amour, on sera peut-être tous morts. Mais... Oui, mais je suis pas certain qu'on va en arriver là, sauf que je me dis, dans le moment présent, dans le quotidien, tout ça, plus on est conscient de certaines choses, plus on se débarrasse de nos conceptions. On se décape. Oui, plus on se décape, plus on va à l'essence de ce qu'on est intérieurement. Et donc, ça change notre comportement, inévitablement. Si on prend conscience qu'on est pessimiste, on peut s'orienter vers dire, qu'est-ce qu'il y a de positif autour de moi. L'art, le discours, le mot, c'est quelque chose qu'on célèbre dans notre quotidien, c'est matière à célébration.
On en a parlé longuement cet après-midi, Mathias et moi, et effectivement, on est arrivé à genre de rapport similaire, dans le sens que, pour moi, cette célébration est très présente. J'essaie de la maintenir, autant au niveau d'un geste de création, mais autant au niveau d'un geste du spectateur, et que par l'opulence, par la générosité de l'objet, par son exagération, par son côté humoristique, par son côté de célébration, c'est la fête, et il faut avoir cette fête-là. Sinon, on perd ce côté quotidien et ce côté marquant et ritualisant de l'art. Sans ça, on tombe dans une autre forme de cléricalisme, de puritanisme et de gentinisme d'une société qu'on a censément laissé il y a 50 ans, mais qu'on a souvent remplacé par d'autres choses dans le monde de l'art. Ça n'a pas toujours... Parce que c'est un plaisir, en fait, de regarder et de circuler dans les objets d'art ou les œuvres d'art. Moi, quand je suis allé voir les objets de François, c'était un plaisir, c'était agréable. Donc, je ne sais pas où je voulais en venir avec ça, là, mais... On parlait de célébration. Oui, c'est ça. Donc, c'est une célébration du moment présent, du quotidien. Ce qui rejoint tous les sens, là, ce qui est fondamentalement sensuel. Et la célébration qui se trouve dans vos travaux fait, je pense, l'apologie du lien, de tout ce qui est lié, de ce qui est délié. Ouais, François Morelli. Martial, dans vos dessins, il y a le lien, il y a la séparation du lien, il y a ces coupures-là dans vos dessins qui sont formellement intéressants. Je comprends pas très bien. Vos dessins qui ne se rejoignent pas toujours. Et quand on a une vision holistique du monde, on pense que tout est lié. Et effectivement, on se rend bien souvent compte que tout est lié dans l'espace. De là, la naissance de l'installation, tout ça, de la fabrication par les artistes de leurs propres expositions, de faire sens avec les objets qu'ils proposent dans un espace donné. Les liens sont parfois invisibles à l'œil aussi. Et c'est ça qu'il faut arriver à découvrir, que finalement, l'art peut être partout, pas seulement dans un lieu qui est présupposément seulement pour l'art. On peut voir la poésie partout, comme les objets trouvés par François dans la rue ou récupérés, il les transforme en objets d'art, mais ils sont à la base, la matière première, ils sont art eux-mêmes, je pense, au départ. Êtes-vous tous les deux pour faire l'œuvre d'art? Êtes-vous pour partir de presque rien, partir du minimum, partir de la forme minimaliste chez vous, François? Je pense que j'aboutis avec des formes qui sont quand même assez épurées, à fin de compte, et je tiens souvent à maintenir ce côté assez réductiviste à l'intérieur de l'œuvre. Souvent, lorsque je regarde une de mes installations ou je regarde mon atelier, je suis étonné. Si je fais abstraction de la broche, je me retrouve avec une paire de souliers, une béquille, un harnais, quelques objets qui deviennent un prétexte pour broder, si vous voulez, une histoire. C'est raconter une histoire. Mon travail, dans un sens près, fait ce que le minimaliste ne voulait pas faire, c'était de narrer, de parler, de raconter. Alors, je prends d'une part l'objet isolé, un peu d'une façon surréaliste, en suspens, l'objet suspens, qui est plein, qui est chargé de sens, qui est chargé de potentiel psychologique, et ensuite je vais broder une forme ou tisser une forme qui va suggérer quelque chose d'autre dans une façon métaphorique, dans une métamorphose du sens et de l'objet, mais encore là pour arriver avec quelque chose de très spécifique, très objet, très lié, qui est là. Et qui, à la fin, comme je disais à Martial, je commence avec un objet trouvé et je finis avec un objet trouvé. Parce qu'à fin de compte, au pire aller, je deviens un tricoteur comme ma grand-mère tricotait. Et au pire aller, je deviens un antiquaire qui a le bon choix d'objets trouvés. Et peut-être que ce que je fais, c'est que je crée des pièges autour de ces objets-là pour justement poser la question, est-ce vraiment un soulier? Est-ce vraiment cet objet-là? Et c'est quelles traces portent-ils, ces choses-là? Comment elles sont témoins d'un vécu? Comment la mémoire vient indexer ces objets-là par leur vécu avant? Et où est-ce qu'on va? Et je pense que dans le travail de Martial, il y a aussi ce côté de célébration qui est très présent à l'intérieur de ça. Alors, autant que c'est une célébration au niveau de la sexualité, puis d'une sexualité libre, il y a aussi une célébration au niveau du faire.
parce qu'on a une très grande manipulation. On voit les matériaux transformés, on voit la matière transformée qui prend un nouveau sens. Et ce que j'aime bien chez lui comme chez moi, c'est que ce ne sont que des propositions fragmentaires. Et à fin de compte, s'ils ne sont pas complets, mais c'est au spectateur de les compléter. Voilà. Et c'est parce que peut-être que c'est impossible de faire quelque chose de complet, qu'on ne peut que faire des fragments, et que même ces fragments-là, il faut les juger de façon très sceptique dans un sens, parce qu'on n'est pas sûr où est-ce qu'on s'en va avec cette situation de proposition, si on ne peut pas faire de proposition totalisante, parce qu'on méprise peut-être les propositions totalisantes. Ce qui est intéressant, là, d'écouter ton processus de création, moi j'ai un processus qui est plutôt inverse. J'ai beaucoup de matière, beaucoup d'éléments, et puis j'élimine pour arriver à essayer de trouver l'essentiel, ce qui va dire la bonne chose, mais d'une façon très minimale, très épurée en fait. C'est ce qui participe à la douceur là, des éléments mis en place. Bien brièvement, je sais que c'est une question à 50$ que je vais vous poser là, mais que pensez-vous de la notion de chef-d'œuvre? En ce moment, beaucoup de penseurs, de théoriciens s'interrogent sur la notion d'œuvre d'art. On pense souvent dire que beaucoup de ce qu'on appelle l'œuvre d'art déjà ne sont que des propositions esthétiques, ne seraient que cela. Et on essaie de, en ce moment, peut-être bêtement, faire des catégories dans justement ce qui serait œuvre d'art et proposition esthétique. Vous aviez un point de vue là-dessus, Martial? Moi, j'ai un petit problème juste avec le terme proposition esthétique. Pour moi, ça me semble évacuer tout contenu de l'œuvre d'art. Et puis une œuvre d'art qui serait un chef-d'œuvre ou une proposition esthétique, pour moi, c'est des termes, mais en fait, j'aime l'art où il y a un contenu, où je peux trouver une poésie, ou quelque chose qui me rattache au monde, ou qui me dit quelque chose sur le monde qui m'entoure, qui m'apprend des choses sur moi-même. Pour moi, une œuvre qui réussit à m'apprendre des choses sur moi-même, c'est une œuvre qui est un chef-d'œuvre. En deux, trois mots qui vous touchent, quoi. Oui. Qui vous rejoint. La notion de proposition est peut-être intéressante dans le sens qu'elle devient un modèle de réflexion, et c'est peut-être dans le sens qu'on ne peut plus fabriquer quelque chose de sûr, on ne peut que proposer des substituts. Dans le sens qu'on ne peut plus croire dans la réalisation de quelque chose qui va se tenir en tant qu'objet autonome et objet qui va être maintenu. Parce que quand on parle de chef-d'œuvre, on parle de quelque chose qui va durer. Alors peut-être qu'à fin de compte, que ces modèles ne sont que des substituts dans un temps où est-ce qu'on ne peut plus penser à la notion de durée, on ne peut plus penser à cette notion d'avenir, parce qu'à fin de compte, on est dans une forme de transformation constante. Alors, à l'intérieur de ça, ces modèles-là ne deviennent que des modèles temporaires qui deviennent des modèles de réflexion. Mais à quoi dire que l'art n'a pas toujours été ça dans un sens, ou peut-être du moins au 20e siècle, parce qu'à fin de compte, c'est ce que le geste de Duchamp posait. Depuis le ready-made de Duchamp. C'était cette question de voir à quel point Duchamp pouvait proposer la notion de l'objet trouvé, ou même du paradigme à l'intérieur de l'objet trouvé comme étant quelque chose qui était extrait, et son rapport contextuel ou son rapport de fabrication est posé comme question. Sur ce, chers invités, nous devons nous quitter. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Simon Laliberté, pour cette agréable expérimentation, musique, poésie. On a bien apprécié. Merci pour cette mise en onde. François Morelli, merci. Vos expositions, l'Assise à la Galerie Circa, en compagnie des très belles œuvres de Patrick Lialet. C'est chez Circa, 372 rue Sainte-Catherine-Ouest, suite 444. Et chez Christiane Chassé, vous avez des œuvres, de très belles œuvres. On n'a pas pensé au verglas, mais on demande aux gens de se servir un verre. Une très belle œuvre, très belle idée. François Morelli, vos deux expositions se poursuivent jusqu'au 21 mars prochain. Alors, il faut courir, aller voir ça, c'est à voir absolument. Martial, vous, ça se termine le 29 mars au quartier éphémère. Situé au 16 rue Prince, 55 rue Prince. 16 rue Prince. Et une très belle exposition également intitulée Homozone. C'est dans l'entrée du quartier éphémère. Il faut monter en haut. Il y a une grande partie qui est votre atelier, votre lieu de travail actuellement. Alors, il faut voir ça. On peut voir ça du mercredi au dimanche. De midi à 6h. De midi à 6h. Et les galeries au Belgo Building sont ouvertes également du mercredi au samedi de midi à 6h. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait bien plaisir de vous recevoir tous les deux.
C'est Manon Morin qui vous souhaite à tous une très bonne soirée.